Bonsoir Sophie Tussaud. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Puisqu'il est 19h sur Europe 1. Très bonne soirée à tous. C'est un procès hors norme qui s'ouvre ce mercredi devant la cour d'assises de Paris, celui des attentats du 13 novembre 2015. 9 mois d'audience, 1800 parties civiles et une organisation inédite. C'était aujourd'hui le tout premier débat de la primaire écologiste. Les 5 candidats ont échangé calmement, ont évité toute confrontation. La vaccination des moins de 12 ans n'est pas à l'ordre du jour. La priorité est d'abord donnée aux 12-17 ans. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. La fin des Jeux paralympiques, Tokyo passe la flamme à Paris, direction 2024, la capitale française impatiente d'accueillir les Olympiades. La tendance météo, Valérie Darmon. Atmosphère estivale et pesante avec 35 degrés l'après-midi localement dans le sud-ouest et un ressenti au soleil de près de 40 degrés. Merci Valérie, météo complète à la fin de ce journal. Et ce sera l'événement de cette semaine. On en parlait longuement avec nos débatteurs. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Saint-Denis et à Paris, les plus meurtriers de notre histoire. Des attaques perpétrées par un commando djihadiste qui a tué 130 personnes, blessé des centaines d'autres. Les audiences sont prévues pour durer 9 mois devant la cour d'assises de Paris. Une cour spécialement composée pour accueillir un procès totalement hors norme, Gladys Laffitte. Ah oui, déjà parce qu'il va durer 9 mois, a priori au moins jusqu'à mai 2022. Il y a déjà plus de 1800 parties civiles constituées, 300 d'entre elles vont témoigner à la barre et ça durera sans doute un peu plus d'1 mois. Il a fallu 2 ans pour préparer ce procès, construire une salle spéciale de 550 places dans l'ancien palais de justice à Paris, avec une quinzaine de salles de retransmission. C'est totalement inédit en France. Ce sera aussi la 2e fois qu'un procès pour terrorisme sera filmé, mais pour les archives. Et grande nouveauté, il sera retransmis via une web radio, mais pour les parties civiles uniquement. Alors durant ces 9 mois, 20 personnes vont être jugées par cette cour spécialement composée de 5 magistrats professionnels. Salah Abdeslam, le seul membre vivant du commando. 13 autres hommes présents à l'audience, soupçonnés d'être impliqués dans la préparation des attentats. Et enfin, 6 autres accusés qui, eux, seront jugés en leur absence, car présumés morts en zone irako-syrienne ou en fuite. 12 d'entre eux encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Et outre l'aspect judiciaire et les différentes réponses attendues par les victimes et les familles de victimes qui se sont portées partie civile, ce procès est également nécessaire pour panser les plaies et avancer dans le lent et difficile travail de reconstruction. Zoé Pallier. Oui, des parties civiles confrontées à un choix douloureux, celui de venir ou non à l'audience et donc de se retrouver dans la même salle à quelques mètres seulement des accusés. Alors pour se préserver, certains suivront le procès à distance. Alexandra, elle, a choisi d'y témoigner. Son frère est mort au Bataclan le 13 novembre. Il faut qu'on passe par là pour pouvoir continuer à avancer et expliquer ce que nous avons vécu pendant cette nuit et nos vies aujourd'hui et voilà, et comment mes parents aujourd'hui sont complètement détruits. Replonger dans l'horreur pour mieux se reconstruire, voilà l'enjeu d'un procès d'après Michel Catalano, à condition d'y être suffisamment préparé, explique l'imprimeur, ex-otage des frères Kouachi. On a décidé avec l'association des victimes de faire des petits groupes d'une dizaine de personnes, d'échanger avec eux, qui leur permet effectivement d'anticiper un petit peu cet instant compliqué et d'essayer de les convaincre, pour ceux qui n'ont pas encore réussi à témoigner, de témoigner pour l'histoire, pour continuer à vivre tout simplement. Et durant le procès, les victimes pourront trouver de l'aide auprès de psychologues présents pour les accompagner, notamment lors de la diffusion des images du soir du 13 novembre. Zoé Pallier. Et on continuera bien sûr à parler de ce procès demain dans la matinale d'Europe 1 dès 8h30 dans les coulisses de l'info avec le service police-justice. Un peu plus de 600 étrangers en situation irrégulière et soupçonnés de radicalisation ont été expulsés de France depuis 2018. C'est ce qu'a annoncé Marlène Schiappa ce matin. La ministre déléguée à la citoyenneté était l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Elle réagissait aux propos de Valérie Pécresse qui demandait dans les pages du JDD la réactivation d'une politique menée dans les années 80 pour lutter contre les menaces de troubles à l'ordre public et qui aboutissait à l'expulsion de 1000 à 1500 personnes par an. C'était aujourd'hui, Sophie, le premier débat de la primaire écologiste. Les 5 candidats, Delphine Batho, Jean-Marc Governatori, Yannick Jadot, Éric Piolle et Sandrine Rousseau ont échangé
échanger sur leurs différents programmes. Un premier débat très sage, pas de confrontation, CNTR. Et non, cette rencontre était plutôt apaisée. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, estimait que les 5 candidatures étaient finalement assez proches sur le fond. L'eurodéputé Yannick Jadot, grand favori de la primaire, a lui aussi joué la carte du collectif. Le but, bien faire comprendre que la page des conflits au sein des Verts était bel et bien tournée. Moi, je ne participerai pas à nous abîmer collectivement avec une primaire où les phrases assassines, les guerres précocolines prendraient le dessus. Nous, écologistes, nous allons gagner l'élection présidentielle en rassemblant les Françaises et les Français autour d'un beau projet. Alors des nuances entre les projets ont quand même émergé dans ce débat, notamment sur la décroissance. La Delphine Batho se distingue, elle plaide pour une décroissance stricte, là où les autres sont plus modérés sur la question. De son côté, Sandrine Rousseau, l'ancienne porte-parole des Verts, profite de ce débat pour affirmer son rôle de candidate radicale des Verts. Choisir une écologie radicale, c'est choisir la protection, c'est choisir la maîtrise, c'est ne pas subir les catastrophes naturelles et avoir la maîtrise de son destin. Et après ce premier essai, les 5 candidats se donnent rendez-vous pour 2 nouveaux débats, mercredi et vendredi. Au CNTR et les sympathisants pourront voter pour le premier tour du 16 au 19 septembre et lors du second tour qui aura lieu à la fin du mois. Et c'est justement le sujet du débat qui va suivre votre journal avec nos débatteurs, ma chère Sophie. Et puis j'ajoute aussi que le journal Le Parisien croit savoir que Anne Hidalgo était partie pour annoncer sa candidature à la présidentielle aux 20h de TF1 dimanche prochain. Donc pas ce dimanche, mais dimanche prochain. À droite, le deuxième jour de l'université d'été des jeunes républicains au Parc Floral à Paris. 2 jours pour avancer des idées sans évoquer le futur candidat du parti à la présidentielle, ni la façon dont il sera choisi. Oui, une rentrée chamboulée par le sondage Ipsos publié hier, donnant Éric Zemmour à 8% des intentions de vote et grappillant sur l'électorat des Républicains. Si certains refusent, d'autres réclament au contraire un débat avec le polémiste. Écoutez d'abord la position de Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée, avant François-Xavier Bellamy, le député européen LR. On va être très clair sur Éric Zemmour. Laissons-le dîner avec le Rassemblement national. La droite républicaine laisse Zemmour de côté, dîner avec le Rassemblement national. J'ai beaucoup de respect pour l'homme de lettres et de culture qu'il est, mais pour moi, ce n'est pas un responsable politique avec lequel la droite a un avenir politique. Je ne sais pas ce qui peut permettre de dire qu'Éric Zemmour est d'extrême droite. S'il dit qu'il veut représenter la droite, il faut qu'il ait sa place dans ce processus de désignation. En tous les cas, il faut un débat le plus ouvert possible. Des réactions au micro européen d'Alexis de La Fontaine. Éric Ciotti, candidat à la primaire de la droite de son côté, a affirmé ce matin chez nos confrères de RTL qu'en cas de second tour, Macron-Zemmour, il voterait pour le polémiste, même s'il estime qu'il ne pourrait pas remporter la présidentielle. Du côté de la République En Marche, le parti tiendra ses journées parlementaires à partir de demain à Angers. Une trentaine de ministres sera présent. Christophe Castaner lui a pris de l'avance. L'ancien ministre de l'Intérieur était déjà sur place aujourd'hui. Il a visité un club de rugby pour faire le bilan de la politique sportive de la majorité. À 8 mois de la présidentielle, le chef des députés marcheurs s'est donné pour mission de sillonner le pays. Charles Guyard. Si les journées parlementaires La République En Marche commencent demain à Angers, Christophe Castaner, lui, est arrivé dès aujourd'hui dans la préfecture du Maine-et-Loire, faisant d'une pierre deux coups en somme. Car ce déplacement, le chef du groupe LREM à l'Assemblée nationale l'intègre dans un tour de France qu'il a débuté à Strasbourg cet été et qu'il va poursuivre d'ici la présidentielle, avec pour objectif, à 8 mois du scrutin, imprimer dans les régions l'image d'un parti qui souffre d'ancrage local. Christophe Castaner. Nous ne sommes pas un bon vieux parti, mais on a vu comment les bons vieux partis pouvaient aussi presque disparaître du jour au lendemain. Et donc, nous n'avons pas aujourd'hui un enracinement du fait du réseau des maires, mais nous avons aussi une force, celle de nos parlementaires, près de 300 parlementaires qui sont partout en France. Et donc, il y a une représentation territoriale, mais nous sommes différents. Une différence qui, semble-t-il, peine à convaincre. Ainsi, aux dernières municipales, sur près de 600 têtes de liste investies par LREM dans des villes de plus de 9000 habitants, seules 146 mairies ont finalement été remportées par des marcheurs. Angers, Charles Guyard, Europe 1. La 4e vague de Covid en France décroît lentement mais sûrement. La situation évolue favorablement. C'est ce qu'a affirmé Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. En une semaine, le nombre de cas de contamination a diminué de 20%. Jérôme Salomon qui élude d'un sujet qui est l'un des motifs de colère des antipasses sanitaires. Il écarte pour le moment la vaccination des enfants
de moins de 12 ans. Aujourd'hui, la priorité, c'est vacciner ces adolescents de plus de 12 ans. On n'en est pas du tout à la vaccination des enfants pour plein de raisons. D'abord parce qu'il manque des données scientifiques. Ensuite, parce que les études sont en cours. Et donc, comme d'habitude, on va s'adapter à l'évolution des connaissances scientifiques. On a eu ces avancées sur les 12-17 ans. Et on s'adaptera. On est en très étroite collaboration avec les pédiatres qui regardent de très près ce qui se passe chez les enfants. Et là, j'ai un message important pour les parents. Il n'y a pas de signal aujourd'hui d'aggravation de la maladie Covid chez les enfants. On n'a pas 2 fois ou 3 fois plus de cas graves chez les enfants et ça c'est un signal très important. Il n'y a pas d'alerte. Il y a beaucoup plus de cas chez les enfants, des cas bénins, les consultations, mais on n'est pas devant un signal d'aggravation. C'est important parce que c'est aussi un élément qui est partagé avec les autres pays, en particulier les États-Unis. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé chez nos confrères de BFM TV. Et notez que l'infectiologue, le professeur Eric Combe, sera l'invité de Sonia Mabrouk demain à 8h15 sur Europe 1. À l'étranger, ce coup de force des forces spéciales de Guinée-Conakry, une tentative de coup d'État. Ces forces spéciales qui ont capturé le président Alpha Condé, qui affirme dissoudre les institutions. Le ministère de la Défense, de son côté, assure que l'attaque contre la présidence a été repoussée. L'ONU condamne fermement les faits et demande la libération du président. On passe au sport avec la fin des Paralympiques. 54 médailles pour la France, 11 en or, dont une toute dernière ce matin pour Lucas Mazur en badminton. Les Bleus se classent 14e. Et la cérémonie de clôture s'est tenue cet après-midi à Tokyo. Le drapeau a été remis à la ville de Paris. Les yeux sont rivés désormais sur 2024. Et bien sûr, depuis le fan village du Trocadéro, on a suivi tout cela avec beaucoup d'attention. Caroline Baudry. De Tokyo, où Anne Hidalgo, maire de la capitale, reçoit le drapeau paralympique à Paris, où au même moment, des centaines de personnes vibrent devant l'écran géant. On voulait être là pour la passation, c'était important. Accueillir nos athlètes qu'on va avoir le plaisir de voir en France dans 3 ans. Les rugby en fauteuil, ça c'est un des sports qui m'a marqué. Les foot pour les personnes aveugles, c'est inspirant. Inspirant aussi pour Clémence, 18 ans, en béquille dans la foule. Elle est atteinte d'une infirmité motrice cérébrale. De voir tous ces athlètes se dépasser, je me suis dit que moi aussi je pouvais le faire. Et du coup j'ai décidé de vouloir tester l'escrime handisport. La Marseillaise résonne, incarnée en langage des signes dans une chorégraphie diffusée ici, place du Trocadéro et sur les télévisions du monde entier. Top départ d'un Paris 2024 inclusif, promet Tony Estanguet, champion olympique et président du comité d'organisation. On a une ambition très forte. Pour la première fois, on s'est battu pour que ce soit le même logo, on s'est battu pour que ce soit les mêmes sites de compétition. Donc on essaie de faire évoluer quand même les critères pour monter d'un cran le niveau d'ambition de ces Jeux paralympiques. Et juste derrière lui, une démonstration de basket fauteuil démarre, un avant-goût de Paris 2024 où 4350 para-athlètes internationaux viendront se disputer les podiums. Caroline Baudry au fan village du Trocadéro à Paris. Tiens, regardez qui est en studio. Bonsoir Lionel Rousseau. Bonsoir Pierre. Mais oui, à 20h, on vous retrouve. Quel est le programme de votre émission ? Jocelyn Gloma sera notre invité, ancien international français qui est passé par l'OM ou encore par Valence, pour donner son point de vue sur ce match nul contre l'Ukraine de la part des Bleus hier soir. Bah oui. Ce qui est plutôt une contre-performance tout de même par rapport au statut des Bleus, par rapport au niveau. Les Bleus qui vont d'ailleurs se retrouver confrontés à l'obligation de gagner mardi prochain contre la Finlande dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et on se demandera avec nos invités, nos experts et également avec Jocelyn Gloma si Didier Deschamps est encore l'homme de la situation. Finalement, lui qui doit qualifier cette équipe de France. C'est vrai qu'on a l'impression que la magie n'est plus là, la réussite un petit peu moins, celle de 2018 en tout cas, donc c'est une véritable interrogation. On posera aussi la question à nos invités au sujet de la défense. Est-ce que cette défense, qui était vraiment la rigueur, l'arme fatale de Didier Deschamps par le passé, est encore suffisamment solide ? On évoquera tout ça dans nos débats à partir de 20h. Merci Lionel Rousseau. Donc on vous retrouve dès 20h dans Europe 1 Sport. En Formule 1, c'est le néerlandais Max Verstappen qui remporte le Grand Prix des Pays-Bas sur Red Bull. Devant Lewis Hamilton, il reprend la tête du championnat. Et puis en rugby, le Rugby Championship, c'est le tournoi annuel de l'hémisphère sud. Les All Blacks de Nouvelle-Zélande, toujours invincibles face à l'Australie. 3e victoire d'affilée, score final 38-21. Merci beaucoup, ma chère Sophie Tussaud. Voici la météo avec vous, Valérie Darmon, et une journée complètement estivale ce lundi. Absolument, et surtout très chaude. Passer la douceur du matin avec des valeurs entre 15 et 23, des Ardennes à la Côte d'Azur. L'après-midi, on attend 30 degrés en moyenne avec des pointes à 35 sur le bassin aquitain, le Quercy, la moyenne vallée du Rhône. Tout cela à l'ombre et sous abri. 35 à Mont-de-Marsan, 34 à Cahors, 33 à Bordeaux, 31 à Lyon, 30 degrés à Dijon, à Auxerre et Carcassonne, 29 à Paris, 28 à Aurillac et Saint-Étienne,
27 à Nice, 26 à Embrun, 23 à Dunkerque et 22 à Cherbourg. Côté ciel, c'est encore plus beau que ce week-end, sans orage ni pluie. Vous connaîtrez juste un petit peu plus de nuages le matin sur les côtes de la Bretagne, le Nord Cotentin ou encore en Languedoc-Roussillon. Merci Valérie Darmon.